monsieur, bonsoir. C'est dans l'un des plus beaux décors naturels au monde que nous vous retrouvons ici dans le Grand Sud algérien, plus précisément dans la région de Tamanrasset, pour vivre en votre compagnie une nouvelle édition des Nuits du patrimoine. Entre archéologues, chercheurs, historiens, simples curieux ou tout simplement de grands passionnés, nous vous retrouvons ce soir pour vivre ensemble 3 heures de l'histoire de l'humanité ici, du Sud algérien. Derrière moi, c'est le Mont Adrien et face à moi, c'est vous qui m'attendez justement pour de nouvelles aventures, de nouvelles déclarations et surtout une nouvelle passion que nous sommes venus partager avec vous ce soir en terre culturelle sur les ondes voyageuses Canal Algérie. Les portes de l'aventure s'ouvrent comme celle de l'association Sauvons Limzat qui nous ouvre grand ses espaces aujourd'hui. Une association qui depuis 2003 active pour la préservation de cette mémoire qui se meurt au quotidien. Un peu comme cette voix envoûtante, ensorcelante, enivrante qui dialogue avec les esprits pour mieux restituer justement le présent. Elle a pour nom Khawlen. Écoutez-la, on va encore en voyage interculturel et ce jusqu'aux premières lueurs du matin. Khawlen, c'est à vous.
الطمعين الكاقضة لجاهنا الطمع عينك قضى. Très sincèrement, ça va être très dur pour l'animateur que je suis de reprendre après cette voix voyageuse à l'extrême, celle de Khawlan, habitée par les bons esprits. De ce pas, je viens vous présenter mon premier plateau ici, je le rappelle en direct de la maison de l'IMSAD, l'association l'IMSAD qui a vu le jour en 2003. Eh bien justement, il est avec nous ce soir. Il s'agit de Boujma Ben Halibesh. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Merci de nous ouvrir grand les portes de cette association qui a accompli je ne sais combien d'aventures depuis son ouverture en 2003. Je le disais encore une fois, vous êtes secrétaire général de l'association Sauvons l'IMSAD qui travaille, qui est active au quotidien contre l'amnésie. C'est une excellente chose. C'est une chose dont nous luttons au quotidien sur nos plateaux et sur les ondes, justement à travers les programmes de Canal Algérie. Encore une fois, merci d'accepter notre invitation. Un grand habité par le Sud. J'ai comme l'impression qu'il a subi un véritable arrachement depuis qu'il a été nommé dans les régions du Nord. Il s'agit de Farid Eril Haris. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'aurais du mal à vous présenter. Hein. Vous êtes chercheur, vous êtes anthropologue, vous êtes directeur du Centre national de recherche en archéologie. Il y a un flirt permanent entre les régions du Nord et les régions du Sud. On vous a fait quitter la mer du Nord pour revenir à vos premières amours, c'est-à-dire le Sud, à l'occasion, je vous le rappelle, de cette soirée spéciale patrimoine qui a pour thématique le Sahara, patrimoine, art et mémoire. Et puis, la mémoire nous fera réunir encore une fois un autre invité ce soir et qui n'est autre que Ahmed Awali. Bonsoir. Bonsoir. Merci de veiller tard avec nous, Ahmed Awali. Vous êtes directeur de l'Office national du parc culturel de la Hagar. Dès que je parle de ce parc, cela me renvoie automatiquement, voire obligatoirement, à deux grands événements qui ont été des opportunités extraordinaires pour le tourisme local, à savoir le Festival international de Tinhinel, sur lequel nous reviendrons tout au long de l'émission. J'ai comme l'impression que son esprit nous habite ce soir. Mais nous reviendrons entre autres, je le rappelle encore une fois, sur le Festival de la chanson Amazigh. Merci encore une fois d'être avec nous ce soir. 2003-2015, pratiquement 12 ans d'existence et je le rappelle encore une fois, vous avez organisé des colloques internationaux depuis 2005 jusqu'en 2011 sur lesquels nous reviendrons dans quelques instants. Vous avez organisé des rencontres internationales, mais une chose qui est extraordinaire, c'est la sauvegarde de cette mémoire portée par la voix de toutes ces femmes, mais particulièrement de cet instrument qui raconte l'histoire des hommes libres, c'est-à-dire l'IMSAD, monsieur Boujma Ben Halibesh. Oui, déjà je vais commencer par vous dire que toute l'équipe de l'association Sauver l'IMSAD est très honorée du fait d'accueillir ce plateau concernant le patrimoine immatériel, matériel et immatériel. Secondo, je voudrais quand même vous faire porter le fait, l'idée, comment est venue l'idée de créer l'association Sauver l'IMSAD. C'est un détail très important. C'est le feu Haj Moussa Khamo, qui est une personnalité très connue et qui est le père spirituel de l'idée. Comment cette idée? Il a offert à Madame Sellal, il lui a offert l'instrument, l'IMSAD. Il lui a fait un cadeau de l'instrument en lui demandant de le préserver. Et c'est ça qui était important. Et d'où, c'est de là que venue l'idée de créer l'association Sauver l'IMSAD. Donc elle a honoré la amana entre parenthèses. C'est une amana absolument, donc c'est en même temps un cadeau et en même temps une lourde responsabilité. Parce qu'il faut dire qu'avant la création de l'association Sauver l'IMSAD, c'est un instrument qui était en voie de perdition. Tout à fait, exact. Au niveau de l'Algérie, mais au niveau de tous les pays limitrophes où existe cet instrument-là. Il y a aujourd'hui une véritable conscience quant à la perdition justement de ce patrimoine qui à l'époque allait disparaître, mais vous avez réalisé énormément d'opérations, je le disais au sommaire de l'émission, entre autres justement être dans cet esprit de formation et être dans cette continuité justement de préservation de cette mémoire plusieurs fois centenaire. Elle est aujourd'hui préservée à travers deux femmes avec lesquelles vous travaillez depuis de longues années. Hein. Oui, absolument. Et justement, l'association Sauver l'IMSAD est venue à un moment où en 2003, il y avait cinq joueuses d'IMSAD. Parmi les 5, aujourd'hui, il n'y en a plus que 2. Mais on a eu le temps de faire participer les 3 autres qui sont décédés aujourd'hui à la formation
de jeunes filles qui aujourd'hui ont repris la relève. Donc c'est pour ça que la période était vraiment très importante pour cet événement-là. Et c'était vraiment le moment de sauver l'IMSAT. Donc on a commencé par la formation des jeunes filles. C'est primordial. Hein. C'était ça le premier truc qu'il fallait faire au niveau de l'association. Alors de quelle façon est-ce qu'on préserve aujourd'hui ce patrimoine qui se meurt? Est-ce que vous avez enregistré, est-ce que vous avez immortalisé justement ces poésies anciennes? Est-ce que vous faites participer cette association à des festivités nationales mais également internationales? Surtout que j'ai entendu dire que votre association a voyagé, a traversé les frontières, a porté la voix de l'Algérie jusqu'au Japon. Absolument, absolument. Mais bon, la préservation a commencé par la création de l'association dans le but de préserver. Donc il fallait impliquer les nouvelles générations. Et effectivement, à travers les différents colloques que nous avons organisés ici, et à travers les déplacements de Khawlen, qui est allé jusqu'au Japon, elle a joué de l'IMSAT jusqu'au Japon, et à travers ça, pour les enregistrements, on n'a pas encore les moyens, parce que même si on voit qu'entre 2003 et 2015, il y a 12 ans, mais pour faire le travail, un commencement de travail de cette espèce nous prend beaucoup de temps. Donc on n'est pas encore arrivé aux enregistrements. Vous savez, justement, parlons de voyage de Khawlen, elle nous le disait dans les coulisses, à mon retour du Japon, je ne voulais plus rester plus d'une seconde. Je ne veux pas rester dans un pays où on ne dort jamais. Absolument. Donc, voilà. Donc nous y reviendrons. Merci encore une fois d'accepter notre invitation. Boudjouma Ben Haliba, je le rappelle, vous êtes le secrétaire général de l'association Sauvons l'IMSAT qui fait un travail encore une fois extraordinaire depuis 2003. C'est une véritable aventure, c'est une véritable expédition à laquelle nous vous convions ce soir ici en direct de la région de Tamanrasset à travers justement ce retour sur la mémoire, sur l'histoire que vous propose notre premier sujet justement. Il s'agit de Bouzid Ould Hussein qui a pour titre Sur les traces de nos ancêtres. Je ne vous en dirai pas plus. Regardez et puis gardez le cap sur Canal Algérie. Nous serons de retour dans moins de 12 minutes. Regardez. En allant à la découverte du Hogar, une étrange sensation envahit le visiteur. Une sorte de fascination qui confine à l'envoûtement. Ici, il n'y a guère de place pour l'indifférence. Nombreux sont les archéologues, anthropologues et préhistoriens qui ont depuis longtemps parcouru ces contrées, d'apparence inhospitalière, mais ô combien attachantes. Répondant aux sirènes du dépaysement, les touristes n'ont pas manqué d'aller à la rencontre des Touaregs qui peuplent le Hogar, partageant avec eux fêtes, commémorations et moments de vie intenses. Situé au cœur du plus grand désert du monde, le massif du Hogar se trouve à l'extrême sud de l'Algérie dans la wilaya de Tamanrasset. Il fait partie de l'Hagar, classé parc national en 1987. Le parc s'étend sur une superficie de 450 000 km². Il abrite un patrimoine culturel et naturel des plus riches. Ces sites archéologiques datent de 600 000 à 1 million d'années. C'est un véritable musée à ciel ouvert. L'Office du parc culturel de la Hagar veille à la préservation de cet espace, tout en assurant la valorisation de l'inestimable patrimoine archéologique et culturel de la région. La couche sédimentaire qui cachait certains massifs est partie avec l'érosion. Nombreuses sont les expéditions, fouilles et recherches scientifiques conduites et organisées par l'Office du parc culturel de la Hagar. En ce jour du mois de mars 2015, on procède aux derniers préparatifs et aux ultimes vérifications
avant le départ pour une expédition archéologique conduite par le chercheur Farid Irilharis. Il s'agit de mener une campagne de fouilles sur un site de peinture rupestre dans le Tassili de Limidir. Rien n'est laissé au hasard pour assurer le bon déroulement de l'expédition. À la sortie de Tamanrasset, la Nationale 1 déroule son asphalte fraîchement goudronné. Nous la prenons en direction d'Insalah. Moulay, notre chauffeur, donne quelques indications sur les différentes étapes du voyage. 250 km de route goudronnée de Tamanrasset à la Zaouïa de Moulay Lahsen. Puis 60 autres kilomètres de piste jusqu'au lieu dit Assilal. Et à partir de là, plus de voitures 4x4. Seuls vos pieds pourront vous transporter jusqu'à Limidir. Il faudra faire preuve de courage, recommande Moulay. Une quinzaine de dromadaires sont là pour le transport du matériel nécessaire aux fouilles et aux prises de vue, ainsi que les effets personnels et surtout les vivres. Les chameliers sont d'une efficacité remarquable. Leurs gestes sont mesurés. Ils répartissent judicieusement les charges sur le dos des animaux. Véritable vaisseau du désert, le dromadaire est de loin le meilleur moyen de transport dans ce milieu hostile auquel il est adapté. Voici le premier palier de l'ascension. La progression se fait au rythme des dromadaires. Rien ne sert de courir. Pour gravir ce massif montagneux, nous suivons une piste caillouteuse au milieu de roches volcaniques que la nature ne cesse de façonner. Malgré la fatigue qui commence à se faire sentir, les discussions avec les chercheurs vont bon train. Nous avons droit à une véritable initiation à l'univers du Tassili. En Tamahak, la langue berbère parlée par les Touaregs du Sahara central, le mot Tassili s'emploie au féminin. Tassili veut dire massif montagneux, couronné de grands plateaux rocheux et dépourvu de pics dominants au sommet. Après une journée de marche, nous voilà enfin en vue du plateau d'Ifetes. Les Touaregs appellent cette piste Tihin Timrarin, la piste des vieilles, celle qu'elles ne peuvent pas gravir. Bey, notre guide, nous explique que tous ceux qui parviennent à se hisser jusqu'à ce plateau peuvent dire qu'ils sont encore jeunes. Nous voilà enfin à Ifetessen, à proximité de l'abri de Bilel dit Itakam Bilel. L'équipe installe le campement. Et à la tombée de la nuit, s'offre un bon repas pour reprendre des forces. Ce qui ne manquera pas de remettre tout le monde en forme pour le lendemain. Le jour se lève doucement sur Ifetessen. L'équipe de recherche s'apprête à rejoindre le terrain des fouilles. C'est un abri. Cet abri a été découvert en 2007 lors d'une mission de l'OPNA, l'Office du Parc National d'Agar, lors d'une mission de prospection. Et... Là, au pied de l'abri Intakam Bilel, c'est la première fois que nous sommes en présence de peintures datant de plus de 5000 ans avant notre ère.
Ce sont des témoignages et des traces de vie bien antérieures à l'avènement de l'écriture que nous avons la chance de contempler aujourd'hui. Ils portent le témoignage du passé légué par nos prédécesseurs. Des groupes de population qui nous Farid El-Haliz, le chef de mission, donne des indications sur le programme du jour et surtout sur la meilleure manière de procéder à la prospection du site. Il faut dire que toutes les interprétations de ces fouilles dépendent de la qualité et de la fiabilité des observations recueillies sur le terrain. Dans l'abri sous roche Itak Mbilel, la fresque est peinte sur une longueur d'une dizaine de mètres. Ici, 2 chasseurs ou guerriers armés d'archers. Là, un bovidé attaqué par un félin, sans doute un lion. Le berger, armé d'une lance, vient à son secours. Ces scènes remontent à la période bovidienne qui s'échelonne entre 4000 et 1500 ans avant Jésus-Christ. C'est à cette période que l'homme, de chasseur-cueilleur qu'il était, est devenu pasteur, lorsqu'il réussit à domestiquer le bœuf d'origine saharienne, Bos africanus. Les archéologues entreprennent la fouille du sol couche par couche. Ça, c'est du silex. L'aire de fouille est divisée en sections. Et chaque section porte un numéro correspondant à sa position et sa profondeur. L'objectif est de mettre au jour tout objet ou trace de vie correspondant à la période où la fresque a été réalisée. Les objets, une fois nettoyés, identifiés, référenciés et classés, sont prêts à être analysés en laboratoire. Ils iront enrichir les connaissances acquises grâce aux fouilles qui permettent chaque fois de mieux connaître l'histoire de nos prédécesseurs. Nous sommes bien dans le Tassili de Limilir. Mais le paysage n'est pas que minéral. Au détour d'une piste rocailleuse apparaît parfois une guelta remplie d'eau, insoupçonnable en plein milieu du désert. Cette guelta a pour nom Imaten. Il en existe quelques-unes que les nomades connaissent bien pour y faire régulièrement une halte afin de s'approvisionner en eau et abreuver leurs bêtes. La présence de cette eau précieuse contribue à créer localement un microclimat. ايوه هذا الصدر واش تقولها بالترقيه جانا تلولوت تلولوت هاسن جانا وين اسم النت داتا معق ايوه تلولوت وهذه سبحان الله نلقاوها لا في البلاصه اللي فيهم الحجر هكذا ما تنبت في التراب كاع والو ايه ما تنبت لا في الحجر الشقوق هذا تاع الحجر كيما هكا الله اكبر. Cette humidité relative favorise l'éclosion de toute une faune et flore que le botaniste accompagnant la mission archéologique se fait un plaisir d'étudier. Après une dizaine de jours de prospection, l'équipe se réjouit de mettre au jour différents objets archéologiques qui attestent de la richesse du site. Oh, c'est fragment de poterie. La deuxième. Où est-ce que Si la récolte est bonne, il demeure que le site n'a pas livré tous ses secrets. À l'avenir, d'autres campagnes de fouilles viendront compléter le travail déjà effectué.
Quelle aventure! Ça n'est certainement pas mon deuxième invité qui dira le contraire. Farid Eril Hariz, chercheur, anthropologue, directeur du Centre national de recherche en archéologie. Hein. C'est une véritable aventure humaine à laquelle vous a convié notre ami et collègue Bouzid. Hein. Tout à fait. On a répondu à l'appel de ce patrimoine qui était là. À savoir, je le rappelle encore une fois, les peintures rupestres de l'Emidir. Pour la préparation de cette émission, je vous assure, c'est une confidence que je vous fais, j'ai fait beaucoup de recherches dans les archives de la télévision, mais également de la radio. Je n'ai absolument trouvé aucune image, aucun son, sinon quelques cartes postales de ce site historique. Comment est-ce que vous expliquez justement ce vide historique quant à la restitution d'un patrimoine qui raconte l'histoire de l'humanité ? Il s'agit d'art rupestre, il s'agit d'un mode d'expression, qui remonte à environ 13 000 ans. Donc à un moment donné, les anciens groupes de population se sont exprimés en représentant leur environnement sous forme de peinture et de gravure, donc sur des parois rocheuses, dans les abris, etc. Et cette région, qui est l'Emidir, elle est connue, elle est plus ou moins connue par quelques voyagistes, mais concernant les données scientifiques, hein, parce que pour pouvoir interpréter ces représentations, pour pouvoir produire des connaissances scientifiques, il faut y aller, il faut analyser, il faut faire des relevés, comparer, etc. Donc l'objet de cette mission, c'était en partie cet objectif, mais c'est également dans l'objectif aussi d'enrichir l'inventaire du patrimoine archéologique du parc culturel de l'Ahgar. Donc cette mission a été organisée par l'OPLA, par l'Office du parc de l'Ahgar, à laquelle nous avons participé. Donc il y avait une équipe constituée d'archéologues, de chercheurs, et puis surtout d'agents et de guides, parce que pour y aller, il faut mobiliser, il faut intégrer donc des personnes qui connaissent bien ce terrain. J'ai même entendu dire que les éléments ne vous ont pas réellement accompagné. Hein. Il y a eu presque un déluge avant l'enregistrement de ce reportage, que Canal va vous proposer très très bientôt dans un 52 minutes extraordinaire. Ah oui, on a eu la surprise d'avoir des orages. Oui, les éléments se sont déchaînés contre vous. Hein, mais il ne faut pas oublier que l'eau dans le désert, c'est plutôt l'inverse. Hein, ce n'est pas le déchaînement, mais c'est une récompense. Oui, bon, je vous taquinais, vous connaissez bien l'animateur que je suis. J'ai souvent entendu dire des archéologues, des chercheurs, mais également des historiens, je les ai entendus dire sur ce même plateau, donc justement, il faudrait à tout prix décoloniser l'histoire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aujourd'hui, qu'il existe une faille quant à l'écriture de cette histoire par nos chercheurs, par nos anthropologues, mais également par nos historiens? Est-ce qu'on n'a pas réellement failli, justement, avant le reportage de notre ami Bouzid, à savoir, je le rappelle, les peintures rupestres de l'Emidir? Si, tout à fait. Parce que les premières missions, les connaissances que nous avions avant de ce patrimoine ont été faites, ont été élaborées, réalisées par des explorateurs à l'époque où l'Algérie était dans une situation de colonisation. Donc ces explorateurs répondaient à des besoins, réalisaient donc ces travaux dans un objectif qui n'est pas aujourd'hui le nôtre. Aujourd'hui, il s'agit de répondre à des attentes en termes de connaissance de patrimoine, en termes de réappropriation des valeurs de ce patrimoine, parce que le patrimoine, c'est la mémoire et c'est l'identité. Hein, donc, aujourd'hui, nous travaillons dans le domaine de l'archéologie pour produire de nouvelles connaissances, avec de nouvelles approches, Quelles sont ces nouvelles approches? De quelle façon justement vous appréhendez, de quelle façon est-ce que vous travaillez sur ce patrimoine qui a résisté au temps à travers comment dire, les siècles, mais l'érosion, mais aujourd'hui fragilisé par la main de l'homme malheureusement. Pour la préparation de cette émission, vous me disiez, ce qui a réellement préservé ce patrimoine plusieurs fois millénaire, c'est la non-existence du tourisme de masse, et c'est tant mieux. Ah oui, tout à fait. C'est une fréquentation régulière de ces sites
va fragiliser, bien sûr, va induire une dégradation. D'ailleurs, ailleurs, dans certains pays européens, par exemple, on élabore des répliques de certaines fresques rupestres qui se pour préserver l'authentique et permettre au grand public et aux visiteurs de découvrir cet art, de découvrir ce patrimoine. Mais là, nous avons la chance, c'est vrai, dans ce milieu désertique, aride, à conditions climatiques extrêmes, certes, mais certaines régions qui sont difficiles d'accès, donc qui ne sont pas très fréquentées. Ces conditions ont permis la préservation donc, de ces vestiges. Mais il y a aussi cette menace qui est naturelle, mais qui est très lente, qui est donc les conditions climatiques, parce que ça aussi, ça fragilise, d'où la nécessité d'intervenir rapidement, de mobiliser donc des équipes, des projets de recherche, des projets d'inventaire pour inventorier, pour connaître, pour collecter un maximum de données et de relevés de toutes ces fresques, parce que un jour ou l'autre, ces fresques ont tendance à disparaître. C'est l'érosion, le temps, c'est l'usure du temps. Surtout. Mais le plus dangereux, c'est la main de l'homme, parce que quand il intervient, en un petit laps de temps, il peut détériorer des milliers d'années d'histoire et de mémoire. Exactement ça. Quel est aujourd'hui votre discours, justement, vis-à-vis des populations? Est-ce que vous ressentez, vous, en tant que chercheur, anthropologue, mais je le rappelle encore une fois, directeur du Centre national de recherche en archéologie, est-ce qu'il y a un véritable éveil de conscience? Est-ce que le citoyen est réellement associé à la préservation de ce patrimoine plusieurs fois millénaire, j'allais pratiquement dire? Si, dans les régions sahariennes, et notamment au Sahara central, dans l'Ahgar, le Tassili, il y a cette culture, ce réflexe, parce qu'ils se sont toujours appropriés ce patrimoine. Jaloux de leur patrimoine. Ah oui, c'est extraordinaire comme comportement, que ce soit les fresques rupestres ou alors les monuments funéraires. Ils ont toujours été intégrés dans leur culture et dans leur tradition. Donc il n'y a aucun comportement qui peut induire, qui peut provoquer une détérioration de ces fresques et de ce patrimoine. D'ailleurs, leur préservation et leur protection, voire même leur découverte par les anciens explorateurs, est due aux autochtones, donc aux habitants de cette région. Il y a une forme d'écho entre tout ce qui a été fait dans les années 40, les années 50 et aujourd'hui, Farid El Hariz. Il y a un travail qui a été fait, mais ça a été fait sur des itinéraires particuliers. En dehors de ces itinéraires, en dehors des espaces auxquels ils vouaient un intérêt pour les raisons qu'on connaît, les autres espaces étaient plus ou moins méconnus. Donc il s'agit maintenant d'aller à la découverte. Il faut répertorier pour pouvoir préserver. C'est une mission des parcs, justement. Ah oui, des parcs. Ouais. Le parc, c'est un travail quotidien, un travail de fourmi, j'ai entendu dire, pour la préparation de cette émission. Nous allons revenir à vous dans quelques instants, mais en attendant, on va dire bonsoir à Ahmed Awali. Bonsoir. Alors, encore une fois, je le rappelle, directeur de l'Office national du parc culturel de l'Ahgar. J'ai comme l'impression que l'organisation de ces deux grands événements annuels, à savoir le Festival international de Tinhinan, mais également le Festival de la chanson amazigh, ont été une opportunité extraordinaire pour travailler et réfléchir sur le tourisme local avant toute chose. Bonsoir, mais avant toute chose, je dirais que l'idée initiale de ce festival n'était pas de... Qui a soufflé sa cinquième bougie, donc conjurer le mauvais sort. Donc ce n'est pas pour promouvoir le tourisme, mais beaucoup plus pour apporter un plus à ce patrimoine, à la préservation de ce patrimoine. Mais c'est vrai que ça reste un rendez-vous incontournable pour la région. Après 5 éditions, donc l'un des objectifs principaux de ce festival, c'est la collecte de tout ce qui est patrimoine immatériel. Et ce festival
Il s'articule autour de deux grandes manifestations, de deux grands axes. Donc il y a le volet festif, tout ce qui est animation musicale. Donc nous avons des artistes un peu internationaux qui se produisent. Et même ces artistes internationaux ont un rapport très particulier avec justement le patrimoine immatériel. Évidemment. Et cette manifestation, elle est beaucoup plus là pour attirer un petit peu les populations. Hein. Parce que le deuxième axe, c'est un campement qu'on recrée. Donc c'est un espace composé essentiellement de Touareg pour valoriser tout ce qui est patrimoine. Donc on est là durant ces jours, que le festival a. Nous avons énormément de jeunes qui viennent un petit peu se ressourcer de ce patrimoine parce qu'il y a... S'abreuver. Oui, et s'abreuve de ça. Nous avons tous les éléments de ce patrimoine, de l'artisanat jusqu'au patrimoine immatériel. Donc nous avons des artistes, des artisans qui viennent d'un peu partout du Hogar et du Tidikelt, qui sont là, qui font des démonstrations de leur savoir, de leur savoir-faire, que ce soit musical, que ce soit artisanat. Et le troisième axe aussi de ce festival, il y a l'axe scientifique. C'est des journées d'études qui sont organisées. Donc il y a aussi ce concours national de collecte de tout ce qui compte et légendes du patrimoine saharien. Donc quelque part, ce festival se rencontre avec l'émission principale du parc, qui reste aussi l'inventaire et la collecte de tout ce qui est donné. Au quotidien. Au quotidien, évidemment. Donc c'est une opération qui s'inscrit dans le temps. Dans le fond et dans le concret, qu'ont réellement apporté ces deux grands rendez-vous culturels, justement pour la promotion et la sensibilisation auprès de la jeunesse, mais également du grand public, de ce patrimoine d'une beauté extrême? Non, ce que ça a apporté, je dirais, du point de vue musical, par exemple, nous avons des groupes qui ont percé. La confrontation, le regard, la rencontre, l'échange. Oui, il y a ces échanges au point où il y a eu des fusions qui ont été faites du point de vue musical. Ça a permis à des jeunes de percer durant le festival et qui sont devenus des stars à l'échelle nationale. Mais ça nous a permis surtout de faire une immense collecte de tout ce qui est patrimoine, qui sont enregistrés là. Donc, c'est archivé, c'est vrai. Maintenant, il s'agit de de retransmettre ce patrimoine, de le faire connaître aux gens, aux populations, pour qu'ils se le réapproprient et en fassent et le transmettre aux générations futures. C'est extraordinaire, j'imagine, c'est ce que vous ferez pour la 6e édition qui aura lieu à partir de l'année prochaine. Alors l'une des dernières questions, parce que je n'ai pas envie de me faire taper sur le doigt par le réalisateur, qu'est-ce qui se passe entre deux grands événements justement? Comment vous faites vivre justement, je le rappelle, le centre national du parc culturel de la Gare? Entre chaque événement, dans le domaine de la recherche, c'est qu'il y a une nouvelle dynamique qui se met en place. Hein. Alors, quelle est justement cette dynamique? Cette nouvelle dynamique, elle est là, surtout elle est mise en place par rapport à la collaboration avec le Centre national de la recherche en archéologie. Il y a un réseau entre les parcs, il faut le rappeler. Oui, non, le réseau, il faut le mettre en place maintenant. Ouais. Les 5 nouveaux parcs, les 3 nouveaux parcs qui sont là, maintenant il s'agit de créer un réseau pour, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un petit peu se réapproprier cette recherche aussi. C'est décolonisé, donc c'est algérianisé, moi je dirais, parce que là, il y a eu une certaine vision à une certaine époque, qui était l'époque coloniale. Il y a eu cet européanocentrisme, mais là, il faudrait que ces connaissances soient produites par nos chercheurs. En tout cas, je suis plus que persuadé qu'un certain Ahmed Mouloudi a participé à l'une des festivités, je le rappelle, du Festival international, je le rappelle, de la chanson de Tinhinel, mais également de la chanson Amazir. Il porte le nom du groupe de Tazmart, qui doit certainement vous parler à plus d'un titre, que ce soit pour vous, Farid El Hariz, mais également Ahmed Awali. En quoi ce groupe-là vous parle-t-il en premier lieu, jusqu'à nous le conseiller pour, encore une fois, ce soir, être plus près des étoiles ici en direct de Tamanrasset? Écoutez, Tazmart, c'était un genre musical qui allait disparaître. Hein. La lutte contre l'oubli. Oui, et les joueurs de flûte, de ce genre de flûte, sont rares. Et Mouloudi, c'est quelqu'un qui c'est une personne très portée sur le patrimoine. Chez lui, il a un musée. Hein, de tout ce qui est objet. Il le disait presque, c'est une mission pour moi. Oui, non, c'est l'avantage avec ces populations, et leur point fort, c'est qu'ils le portent réellement, ce patrimoine. Et d'une manière, je dirais, viscérale. Hein. Ils ne peuvent pas se détacher. Ils ont
tous les moyens d'évoluer, mais il reste toujours attaché à ce patrimoine. Et Mouloudi, comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui a toujours été là pour valoriser un élément de ce patrimoine qui est le Tazmart. Vous savez, que pourrais-je rajouter à votre discours, sinon de présenter ce groupe qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, je le rappelle, pour la nuit du patrimoine. La première a eu lieu dans la mer du Nord, rappelez-vous, au palais, au bastion 23 au palais d'El Aïs, et ce soir, c'est la mer du Sud qui nous emporte ce soir jusqu'aux premières lueurs du matin. En tout cas, merci beaucoup à vous, Boujama Ben Haribeh, je le rappelle, le secrétaire général de l'association Sauvons Limzat, qui est active depuis 2003, j'imagine. Vous serez de retour bien avant la fin de l'aventure ce soir. Merci Farid El Halis, chercheur, anthropologue, directeur du Centre national de recherche en archéologie. Et puis merci à vous, Ahmed Aouli, je le rappelle, directeur de l'Office national du parc culturel de la Hagar. Tazmalt, c'est toute une aventure, je ne vous en dirai pas plus, regardez plutôt.
Ici, j'ai un bon conseil à vous donner, c'est d'aller le découvrir ou même de l'applaudir s'il est de passage dans votre région. Il a pour nom Tazamart. De retour sur notre plateau ce soir, ici en direct de, je le rappelle, de cette belle région et particulièrement de cette maison de Sauvé Limzad qui garde la mémoire de tout un peuple, de l'humanité particulièrement. Deuxième plateau, deuxième intervenant, d'autres invités qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir pour la nuit du patrimoine pour sa deuxième édition. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Mohamed Hamoudi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conservateur en chef et directeur de l'Office national du parc culturel du Toit de Goulalati des Celtes. Vous savez, dès qu'on voyage, dès qu'on vient voir votre région, on est habité par, j'allais dire, les architectures de terre, hein, les Fougara entre autres, hein, qui racontent également toute une histoire. Nous allons y revenir dans quelques instants. En tout cas, merci d'accepter notre invitation. Vous avez juste à côté de vous notre deuxième invité qui n'est autre que Abdelkader Aitali. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes archéologue, vous êtes chargé de la division de la Wilaya de Biskra. Je ne sais pas si vous avez eu entre les mains le bel ouvrage de notre ami Mohamed Belhi qui sera bientôt des nôtres, savoir Biskra qui raconte sa passion pour cette région, un peu comme pour vous. Dès qu'on parle de Biskra, c'est Oued Tel qui raconte une histoire, encore une fois. Exactement. Quel est votre rapport à cette histoire? Eh bien, nous allons en parler dans quelques instants. De quelle façon intéresser, interpeller la jeune génération quant à la préservation de ce patrimoine? C'est l'une des questions sur lesquelles nous reviendrons également. Et puis, troisième et dernier invité ce soir n'est autre que Mohamed Badiaf. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du parc national du Tassili. J'ai même entendu dire que ça a été l'un des premiers parcs à avoir été classé en 1972. Mais depuis, on a classé beaucoup de choses, hein. Entre autres dans le patrimoine mondial, hein, l'Imzad, la Sbeiba, sur lesquels nous reviendrons dans quelques instants. Merci encore une fois d'accepter notre invitation. Mohamed Hamoudi, dès qu'on parle d'architecture de terre, on a eu du plaisir à la recevoir sur notre plateau, du moins à chaque fois qu'elle a été d'actualité. Il s'agit de Yasmine Terki, elle est directrice de Cap-Terre. Si vous deviez, en premier lieu justement, resituer ce patrimoine de plusieurs siècles, dans quel état il est aujourd'hui? Les riverains, les habitants, n'ont-ils pas à un moment donné, d'après ce que j'ai entendu dire, fui ces Xor pour aller vers ce qu'ils appelaient les constructions modernes, entre parenthèses? Tout à fait, c'est un phénomène qui se produit, mais on a toujours des personnes qui sont liées toujours à ce patrimoine et qui le préservent. Donc